Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Alors ici on parle d'arabes, d'asiatiques, de noirs, de roms et même des blancs, sans complexe. Alors aujourd'hui, on va évoquer un mot qui fait débat en France. Le mot race fait débat en effet depuis une décennie. En 2012, pendant sa campagne, celui qui allait devenir président, François Hollande, a proposé sa suppression pure et simple de la Constitution. Et c'est finalement ce qui a été adopté cet été par l'Assemblée nationale dans son unanimité pour que le mot race disparaisse du texte constitutionnel. À la grande satisfaction du président Emmanuel Macron qui a fait part de son émotion. Cet été, ce mot a fait débat. C'est aussi un mot qu'on emploie pour titrer notre podcast qui s'appelle Kiffe ta race. Et pourtant, c'est un mot qui semble extrêmement tabou en France. C'est quoi la race ? Pourquoi le mot race est un mot à abattre en France ? Parlons de ce concept de race qui fait couler beaucoup d'encre. Et pour en parler, nous avons fait appel aux lumières d'une spécialiste. Elle s'appelle Maboula Soumaoro, elle est chercheuse à l'université, maîtresse de conférences à l'université François Rabelais de Tours, docteur en civilisation du monde anglophone, spécialiste des diasporas africaines, initiatrice du Black History Month en France, le mois de l'histoire des Noirs, célébration annuelle qui célèbre l'histoire des diasporas africaines. Bonjour Maboula Soumaoro. Bonjour Grace et Rokhaya. Alors, Maboula, on est bien d'accord que le mot race, c'est une construction sociologique et que la race biologique n'existe pas. Oui, on va le dire d'emblée pour rassurer tout le monde. Nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a qu'une seule espèce, une seule race, c'est la race humaine. Nous avons le même sang, les mêmes gènes, la même, composante de la peau. Voilà, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Nous, au niveau biologique, au niveau scientifique, voilà, c'est ça. Alors pourquoi on parle de race ? Pourquoi on parle de race ? Puisque la race n'existe pas. Oui, alors donc cette race basée dans la science et dans la biologie n'existe pas. Sauf que le monde n'est pas régi uniquement par la science et la biologie. Il y a aussi des rapports sociaux, il y a des rapports, politiques, sociologiques, enfin ce que vous voulez. C'est-à-dire que les êtres humains s'organisent politiquement au sein de sociétés. Et dans ces sociétés, il n'est pas du tout question de l'aspect commun de notre patrimoine génétique. Donc on a construit des groupes sur la base, surtout si on parle depuis... Donc là, nous sommes à Paris, nous sommes en France, nous sommes en Occident. Donc l'Occident a, dans son histoire, a conçu, a fabriqué des groupes raciaux qui se distingueraient sur la base d'attributs physiques. Voilà, et la race... fonctionne comme ça depuis plusieurs siècles. Il y a toute une histoire, mais on pourra en parler. Mais c'est ça la race. C'est la race et sa fonction sociale qui, elle, est réelle. Donc les races, c'est plutôt des catégories sociales, c'est ça ? C'est des catégories sociales et c'est des catégories politiques. Qu'est-ce que ça veut dire d'être noir, d'être blanc, d'être, jaune, d'être amérindien, d'être rome ? Voilà, ce sont des identités qui ont été fabriquées, qui n'ont pas toujours existé à travers l'histoire. Il y a eu beaucoup de façons inventées par les êtres humains et par les sociétés humaines pour fabriquer des catégories. Mais en ce moment, on est en 2018 et depuis, on va dire, la fin du 15e siècle, on est dans les catégories dont nous parlons aujourd'hui. Les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les roms, et on fabrique plein de races. On pourrait ajouter, la race des homosexuels, on pourrait ajouter la race des musulmans, ça c'est récent, on pourrait ajouter, la race des transgenres, enfin il y a plein de choses. On est, en tant qu'être humain, et là j'utilise le nous de manière très consciente, on sait fabriquer des groupes. Voilà. Et donc, du coup, la race, aujourd'hui, on l'entend comme un synonyme de couleur de peau, de religion, oui. En tout cas de la religion de l'islam, musulmane, surtout. Oui, voilà. Oui. Est-ce que, moi j'entends souvent ça, on peut en parler, est-ce qu'on peut être raciste des roux ? Oui, alors j'ai vu récemment à la télévision, c'était pendant l'été, un rassemblement pour les roux, en fait, pour essayer de leur redonner confiance en eux-mêmes, travailler sur l'estime de soi. C'était vraiment il y a quelques jours en France, quelque part. Donc, les roux subissent des discriminations et voilà, et c'est quelque chose d'être roux. Donc, il faut se rassembler entre roux. Donc, est-ce qu'on peut être raciste des roux ? Oui, on a été, et en plus, l'Occident a été raciste des roux. Le roux était la couleur du diable. Il y a d'ailleurs des historiens de l'art qui ont travaillé sur cette question en disant que dans la peinture occidentale, la figure du diable et la figure maléfique, la figure négative pendant longtemps a été incarnée par le roux. Et que le roux
dans la peinture, a progressivement été remplacé par le noir. Donc, ce qui a été attribué, les caractéristiques négatives qui ont été attribuées aux populations rousses, ont finalement été attribuées aux populations noires. Et Dieu sait à qui seront attribuées ces caractéristiques négatives bientôt. C'est-à-dire que ça change. Maboula, comment tu te définis ? Au-delà de mon nom, de mon prénom. Non, ici on parle de race, donc je commence d'accord. pas à nous raconter ta vie. Non, donc moi, sans aucun doute, et vraiment la tête haute et sans aucune honte, je suis une femme noire et je suis une femme africaine, je suis une femme djoula, je suis une femme musulmane, mais je pense que dans... T'es française aussi. Je suis française, je suis parisienne de naissance, mais je pense que dans l'espace public et dans l'espace politique, ce avec quoi j'ai le plus à lutter ou ce que je dois affirmer, c'est noir, je dirais noir. Je suis une femme noire et j'ai aucun souci. Et j'ai choisi d'être noire, donc j'ai pas de problème avec Comment cette ça t'as choisi ? J'ai choisi, c'est-à-dire que j'accepte, c'est-à-dire que je sais ce que symbolise cette identité noire, je sais je connais les racines de la fabrication de la catégorisation noire, et je ne cherche nullement à m'en dissocier. C'est ce que je veux dire par j'ai choisi d'être noire, c'est-à-dire que je choisis le camp des perdants, je choisis le camp des des discriminés, je choisis le camp des personnes qui ont été mise de côté, voilà, et je m'associe à ce camp avec grand plaisir, puisque c'est aussi le camp de la résistance, de la rébellion, de la culture, enfin des cultures incroyables, les arts, toutes les religions, voilà, donc je suis noire, j'aime bien le camp des... en anglais, on dit les underdogs, ceux qui doivent pas gagner, les challengers, moi je suis noire avec plaisir. Et oui, je suis africaine et je suis française. Il y a pas de... On me conteste plus le fait d'être française que le fait d'être noire. C'est vrai. C'est-à-dire que tu te justifies plus souvent du fait d'être française. Oui, parce qu'on ne sait pas... ce que je veux dire, c'est que quand on me voit, on ne sait pas si je suis française. On ne sait pas. Je pourrais être ivoirienne. Voilà, je pourrais être sénégalaise, je pourrais être même afro-américaine, je pourrais être brésilienne. On ne sait pas, il faut que je déclare ma nationalité. Alors que noire, il n'y a pas de doute. En tout cas, une noire comme moi, j'ai la chance d'avoir la peau noire, j'ai la chance d'avoir un visage qu'on associe très facilement avec le continent africain. On m'a jamais pris pour une antillaise, on m'a jamais pris pour... Voilà, donc comme je représente, parce que la question du corps importe aussi, même si on a dit qu'on n'était pas dans la biologie, je pense que les gradations de couleurs disent quelque chose au monde de soi-même. Donc moi, quand on me croise, il n'y a pas de t'es pas noir ou t'es pas métisse, il y a pas eu de cette question. Alors que la question de ma citoyenneté française, elle pose débat. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me reproche souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Si j'ai un problème, je n'ai qu'à quitter la France et retourner dans mon pays. Qui est cette fameux pays des Noirs. C'est pas nous venons tous. Exactement. Rokhaya Diallo, Daniel Obono. Enfin, c'est la même chose, cette noirie. Voilà. Donc là, on en plaisante, mais non, on m'a jamais dit t'es pas noire, alors qu'on m'a déjà dit t'es pas française. Et quand est-ce que tu as compris que tu étais noire ? Que j'étais noire. Alors, c'est intéressant comme question, parce que moi, j'ai d'abord compris que j'étais africaine, que j'étais ivoirienne et que j'étais djoula, que j'étais musulmane. Ça, c'était dans la sphère intime, dans la sphère familiale. C'est-à-dire que la manière dont on vivait, la manière dont, ma mère s'habille aujourd'hui encore, ce qu'on mangeait, enfin, dans nos pratiques culturelles, il n'y avait pas de doute. Et je savais que j'étais différente de ce qui se passait dehors. Et que dehors, il y avait une sorte de norme. Même si je rencontrais d'autres Noirs, des Arabes, des Asiatiques, enfin, il y avait une norme qui était blanche et c'était vraiment pas mon monde. Donc, j'ai grandi comme ça. Ensuite, on m'a très tôt dit, déjà, je m'appelle Maboula. Je m'appelle Maboula Soumoro, donc moi je suis l'incarnation du bamboula, c'est-à-dire que bamboula, même si on se dit c'est peut-être abusé, c'est un mot raciste, mais là j'ai quand même croisé une fille qui s'appelle Maboula, donc on n'était pas très loin de la vérité avec bamboula, tu vois. Donc moi c'est une histoire intime, mais que j'ai vécue comme ça. Moi j'étais l'incarnation du sauvage, donc je m'appelle Maboula, j'ai la tête que j'ai, le corps que j'ai. Donc très tôt j'ai entendu sale noire, retourne dans ton pays. Ça c'était vraiment tôt, je sais pas, 8 ans. Ça, c'était tôt. Et ensuite, cette prise de position que j'évoquais tout à l'heure en disant, à un moment, j'ai décidé d'être noire, c'est comme s'il y a un moment, j'ai décidé de ne pas avoir honte de tout ça, et puis de m'approprier tout ça, de ne pas avoir honte surtout, parce que quand j'étais petite, il y a eu de la honte.
C'est-à-dire que je savais très bien que j'étais pas une vraie Française, j'étais pas blanche, il fallait se tenir d'une certaine façon, les habitudes, la culture de ma famille, ça a pu me faire honte. Et ça, j'ai honte d'en avoir eu honte aujourd'hui. Voilà, vraiment ça, c'est une de mes grandes hontes. On mange à la main, je sais pas, la nourriture sent de telle façon. Enfin voilà, il fallait se tenir bien. Aujourd'hui, vraiment, je pense que les États-Unis ont fait beaucoup. Avant les États-Unis, il y a eu quand même le retour en Côte d'Ivoire. Je suis allée en Côte d'Ivoire à un moment puisque j'y avais pas été pendant mon enfance. Et ça, c'est des choses qui m'ont remis les idées en place. C'est-à-dire que ouais, je suis noire et il y a pas de problème. Et j'embrasse tout ça. Il y en a plus. Mais je pense que la confiance, elle est venue quand même de la formation universitaire que j'ai reçue aux États-Unis et la vie que j'ai menée là-bas, où il y avait vraiment cette fierté, une fierté que j'avais déjà connue dans ma communauté djoula ou africaine, où les gens étaient là. Enfin, ma mère, elle avait honte de rien. On vit comme ça, on est comme ça. Les djoula, c'est un groupe ethnique en fait de Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest. Ouais, voilà, djoula, les Bambara, ouais. Voilà. Donc pour moi, mes oncles, mes tantes, ma mère, il n'y avait pas de honte. Il n'y en a jamais eu. Moi, peut-être ce dont j'ai pu souffrir, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire que moi, je suis pas 100% djoula parce que je suis née à Paris et que j'ai grandi en banlieue parisienne. Et après, il y a eu je sais pas moi, l'assurance des Afro-Américains qui nous a tous fait rêver. Les Noirs cool, les Noirs évolués, les Noirs pas africains, les Noirs civilisés, les Blacks, voilà. Et puis donc le fait d'habiter là-bas, de rencontrer aussi toute cette diaspora africaine dans les Amériques, et là je dis les Amériques parce qu'il y avait les États-Unis mais aussi la Caraïbe, et le fait que j'ai étudié toute cette histoire, c'est ça qui m'a donné confiance. Et tu t'es spécialisée dans le monde anglophone, du coup. Alors est-ce que tu peux nous dire par rapport à la race, est-ce que la race c'est un truc d'américain? Parce qu'on a l'impression en France que le racisme n'existe pas en France. La race surtout. Ouais. La race n'existe pas en France. Et c'est aux États-Unis qu'on en parle le plus et de manière complètement décomplexée. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Parce qu'il y a toute une théorie, il y a toute une tradition intellectuelle, il y a des siècles de réflexion sur cette catégorisation, sur la fabrication, la race, mais surtout aussi le fait d'être noir. Alors on ne sait pas, en France, on n'a même pas les mots. Est-ce qu'on va dire la négritude? Est-ce qu'on va dire la noirceur? On va dire les blacks. Voilà. Je répète, mais... Donc aux États-Unis, il y a eu quand même cette entreprise de réfléchir à la question, de publier sur la question, de parler, de théoriser, de lutter politiquement sur cette question. Et je pense que pour la nation états-unienne, c'est lié au fait que les Noirs américains étaient sur place. Les Noirs américains étaient sur place, les Amérindiens étaient sur place, les Latinos sont sur place. Ce sont, je sais pas moi, si on parle du Mexique, jusqu'à 1848, les États-Unis se battaient contre le Mexique pour avoir le Texas, l'État du Nouveau-Mexique ou des choses comme ça. Donc toutes les questions, elles étaient sur place. Il y a, je sais pas, la question asiatique, avec notamment la conquête de l'Ouest, l'utilisation de la main-d'œuvre asiatique. Dès 1882, le bannissement de l'immigration chinoise, c'est le seul nation, la Chine a été la seule nation qui a été interdite d'immigration aux États-Unis. Donc ces questions, ça fait longtemps qu'on en parle. En France, en vérité, ça fait longtemps qu'on en parle aussi, mais on en parle par le biais de cette notion des outre-mer. Tout ce qui s'est passé outre-mer. Tout ce qui s'est passé dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, dans l'océan Atlantique. Et la France hexagonale aurait été comme épargnée. Elle a été épargnée alors qu'elle a voté des lois. Elle a des lois qui ont été appliquées plus ou moins bien dans ces outre-mer. La nation française a organisé la colonisation, a organisé la traite négrière et puis l'esclavage. Donc on a quand même une sorte de fossé entre les territoires éloignés et l'Hexagone. J'aime pas dire la métropole, mais l'Hexagone. Et l'Hexagone avait, en tout cas, une très grande conscience politique de ce qui se passait dans les Outre-mer. Peut-être que notre problème aujourd'hui, c'est la conscience de tout un chacun, la conscience nationale, la conscience du peuple sur ces questions. Et pourtant, je pense que dans des lieux tels que l'Algérie ou des lieux tels que l'Indochine, avec les drames que ça a pu causer, les pertes vraiment brutales que ça a pu causer pour la France, on était dans ces questions. On sait très bien qu'on a perdu l'Indochine, on sait très bien qu'on a perdu l'Algérie, et l'Algérie notamment en tant que colonie d'installation.
exploitation. C'est-à-dire que c'était pas seulement une colonie qui était exploitée, il y avait des populations qui se trouvaient sur place. Donc la question, c'est qui est rentré en France en 1962 et quelle était la couleur, quelle était la race des personnes qui sont rentrées en France en 1962. Voilà. Donc là, on sait bien qu'il y avait des blancs, qu'il y avait des noirs et qu'on utilisait même dans le jargon juridique la catégorie des musulmans, par exemple, pour parler des Algériens. Voilà. Et la question de, je sais pas moi, la question de l'Indochine, c'est la même chose. Dien Bien Phu. Ben voilà, on sait contre qui on a perdu. Et je pense que la question de des phénotypes, la question des corps, bien sûr qu'elle se pose, mais on a du mal à l'accepter depuis l'Hexagone. Alors, il y a deux choses que tu dis. La première, c'est que par rapport aux États-Unis, la confrontation avec les questions raciales était immédiate du fait de la construction du territoire où, effectivement, il y avait des interactions vraiment directes. Voilà, c'est ça. Donc, on ne pouvait pas nier la question de la race puisqu'elle était là. Ouais. Alors qu'en France, l'Hexagone, n'étant pas peuplé largement de personnes issues des colonies ou des anciennes colonies, eh ben, on a pu vivre dans l'illusion que la question raciale, c'était pas une question française. Exactement. Même si on savait au moment où ça arrivait, par exemple, l'esclavage étant interdit sur le territoire hexagonal, il y a eu plusieurs procès d'esclaves qui avaient accompagné leur maître en voyage ou en vacances dans l'Hexagone et qui, une fois arrivés à l'Hexagone, saisissaient les tribunaux pour demander leur liberté. Ça, on le sait, et ça a été jugé, il y a des archives, on le sait. On les a vus, enfin, ces personnes, ces corps-là étaient dans la France hexagonale et on savait qui était noir, qui était blanc, qui était libre, qui n'était pas libre, qui était esclave et qui n'était pas esclave. Donc je pense qu'il y a quand même une sorte d'organisation de l'amnésie qui pose problème puisque tous ces cas de figure ont existé. Donc bien sûr que ces populations dont je parle n'étaient pas présentes de manière massive, comme tu viens de le dire, sur le territoire hexagonal, mais en tout cas, ces populations ont eu parfois affaire, non seulement elles ont eu affaire aux populations, mais elles ont eu affaire aux institutions. Donc cette amnésie, pour moi, elle est vraiment, je sais pas, de plus en plus, je pense à la notion de mauvaise foi, en fait, pour parler de ces questions-là. C'est de la mauvaise foi. Et depuis la fin des guerres de colonisation, du coup depuis grosso modo les années 70, la présence des personnes qui sont issues de ces territoires qui ont été colonisés, elle est bien visible de plus en plus en France. Oui. Qu'est-ce qui explique du coup la réticence de la construction du mot race en France depuis du coup maintenant presque 40 ans? Est-ce que, parce que là quand je t'écoute parler du modèle américain, c'est vrai que ça fait longtemps. Mais toi, tu en parles comme étant quelque chose de, tu vois, une pensée qui est structurée, qui avance. Et pourquoi est-ce qu'ici, on rejette autant ce modèle anglo-saxon? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend encore en 2018 dire, nous, on veut pas du melting pot américain, on veut pas de leur modèle, de ce modèle par rapport à la race. Nous, en France, on est différent, on est universaliste, on ne voit pas les couleurs. C'est la République, c'est une valeur de la République. On entend des gens vraiment très importants. Fondamentalement anti-républicain de parler de la race. Fondamentalement. Voilà. Donc, on parle d'une République qui a mené à bien tous ces projets coloniaux, qui a participé à la conquête dans laquelle s'est lancé tout l'Occident depuis des siècles. Et qui a même, parce que tu as évoqué la colonisation, qui a même construit des catégories, c'est-à-dire qu'il y avait les Français et les musulmans, mais il y avait les indigènes et les citoyens. Donc les indigènes, c'était les non-blancs. Donc il y avait des catégories raciales au sein de la République. Le code de l'indigénat, qui a régi les territoires coloniaux. Donc plusieurs choses par rapport à ce que tu viens de dire, Grâce. Déjà, aux États-Unis, l'année prochaine, je le place, en 2019, on va fêter l'arrivée des premiers esclaves. Alors, il y en a qui disaient que c'était les travailleurs engagés. En tout cas, ils sont arrivés en 1619 et c'est de là que tout part. Il va y avoir énormément d'événements autour de cet anniversaire, ce triste anniversaire, enfin, je sais pas. En tout cas, ce moment historique où la question raciale s'est posée de plein fouet dans ce qui allait devenir les États-Unis. 1619, on était encore dans l'Empire britannique. Mais en France, au-delà de ce qui se passe depuis 40 ans, quand on prend des tirailleurs sénégalais ou quand on utilise des troupes coloniales, qu'elles soient issues d'Afrique ou d'Asie et je pense à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, c'est bien avant les 40 ans que tu mentionnes. Quand on élabore la figure du tirailleur sympathique qui va devenir Banania, on expose ce corps-là, on expose cette race-là et elle sert à faire quelque chose, à attirer la sympathie des foules. On voit même si on veut les cacher parfois, mais on voit ces soldats libérer la France. On voit, je sais pas, le général de Gaulle qui, suite à la conférence de Brazzaville, lève des troupes africaines du nord et du sud. On le sait, ça.
Qui a libéré la France? Enfin, quelle était la force de l'armée française après la défaite de 1940? Qui est-ce qui a libéré la France, si ce n'est les troupes coloniales? Et bien sûr la résistance. Mais ça, on le sait, enfin, c'est tangible. Donc ensuite, on est dans une première phase de ces questions. Donc je parlais des 2 guerres mondiales, par exemple, où là, on a quand même cette main-d'œuvre docile, coloniale. On va demander aux Sénégalais, notamment, de lever des troupes, d'aller convaincre tout le monde de participer à l'effort de guerre. Mais là, je pense que depuis ces 40 dernières années, on est dans un autre moment. On est dans un moment post-colonial et on est surtout, depuis, on va dire, les années 70, de manière plus massive en tout cas, dans cette nouvelle configuration de la citoyenneté française. On ne parle plus de personnes qui essayent d'obtenir l'égalité dans le giron de la France, c'est-à-dire qu'on est des coloniaux, on veut sortir du code de l'indigénat, on veut avoir plus de représentation à l'Assemblée nationale et patati patata, et qu'est-ce qui va se passer, je sais pas, au Vietnam, qu'est-ce qui va se passer au Mali, enfin au Soudan, qu'est-ce qui va se passer dans ces endroits-là. On est en train de parler depuis la France, et pour certains, en tant que Français, pour la grande majorité, en tant que Français. Et c'est là qu'on arrive à ce discours, justement, nous sommes universalistes, c'est la République, vous, ces nouveaux Français, ces Français problématiques, comme par hasard, ces Français qui ne sont pas blancs, eux posent problème. Alors, mais moi, j'insiste sur le fait qu'on parle de la citoyenneté. C'est vraiment un autre angle d'approche. C'est une question fondamentalement différente. On peut essayer je sais pas moi, de réhabiliter la négritude, par exemple, dont tout le monde se fichait dans les années 30. Il y avait, je sais pas moi, les sœurs Nardal, il y avait Césaire, il y avait Sangor. En 2008, on a offert des funérailles nationales à Aimé Césaire que personne ne connaissait, si ce n'était les Antillais. Tu vois ce que je veux dire? Donc on essaye de réécrire une sorte de roman national qui est toujours écrit. Il n'y a pas de roman national véritable. Chaque nation s'imagine, chaque nation se fantasme, chaque nation met en avant des idéaux qu'elle est censée respecter plus ou moins. Donc là, je pense que la question qui se pose, c'est la réécriture du roman national. Mais essayer de débattre de ce point sur la seule question de la vérité, c'est encore une fois, c'est pas juste. C'est encore une fois une manifestation de la mauvaise foi, puisque de toute façon, les romans nationaux sont toujours faux. Donc maintenant, on va essayer d'y mettre peut-être un peu plus de vérité ou un peu plus de justice, un peu plus d'égalité. Et la question raciale, elle vient au devant de la scène parce que les personnes qui portent les corps dont nous parlons, c'est pas seulement être noir, être blanc pour rester schématique, puisque ça c'est les noirs et blancs, c'est les extrêmes de toutes les déclinaisons de couleurs auxquelles on pourrait penser. C'est être noir et être blanc et être français, c'est ça la question. Comment on fait ? Comment on fait en essayant de dire que la France n'a pas de couleur, des corps, des personnes, par leur simple existence, par leur simple expérience, viennent rappeler à la France qu'ils sont en contradiction avec les idéaux prônés. Donc il y a ce même problème de la différence entre la théorie et la pratique. En théorie, la France est aveugle à la race. En pratique, les personnes qui en parlent disent non, moi, ma vie, elle est gérée, elle est impactée par cette histoire racialisée de la France et du monde. Comment t'expliques cette espèce de surdité collective et cette volonté politique d'effacer un terme comme race de la Constitution? C'est-à-dire que là, on a vraiment l'Assemblée à l'unanimité, donc tous les groupes politiques qui ont décidé de supprimer ce mot, comme si ça allait supprimer l'idée même du racisme. Les effets du racisme. Je pense qu'il y a un point que j'ai pas mentionné dans la question qu'a posée Grace et qui va revenir à ce que tu viens de dire, Okaya. C'est qu'on oublie, j'ai pas parlé de la Shoah et j'ai pas parlé de cet aspect de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pense que en France, dans la tradition antiraciste et de lutte contre l'antisémitisme, il y a ce double mouvement, la lutte antiraciste et la lutte contre l'antisémitisme qu'on peut faire remonter jusqu'à la fin du 19e siècle avec l'histoire, je sais pas moi, le scandale de l'affaire Dreyfus ou des choses comme ça, et cette explosion qui a constitué la Shoah pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je pense que la France a cette honte de la collaboration, puisqu'il faut nommer un chat. La France, qu'elle veuille s'en souvenir ou pas, la France a collaboré. Voilà, c'est un fait. C'est même pas une critique, c'est pas une attaque. C'est un fait. Donc, je pense que depuis cette honte de la Shoah, cette extermination des Juifs, le déplacement des Juifs vers les camps nazis, on a comme
je dirais qu'on a comme une sorte de focalisation sur ce génocide. Et je pense que dans la lutte antiraciste, même si on avait eu des prémices depuis la fin du 19e siècle, mais presque exclusivement sur la question de l'antisémitisme, j'ai l'impression que la Deuxième Guerre mondiale et le génocide des Juifs, on pourrait aussi parler du génocide des populations roms à la même époque, mais en tout cas, cette focalisation sur le génocide juif fait que la lutte antiraciste, l'an zéro de la lutte antiraciste, commencerait à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je pense que ça pose un problème historique majeur pour d'autres populations qui ont été victimes de ce racisme par le biais de l'esclavagisme et par le biais du colonialisme bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, je pense que c'est ça qui oppose les différentes mouvances de la lutte antiraciste en France. C'est-à-dire à partir de quand on compte. Si on prend par exemple une notion juridique telle que crime contre l'humanité, la notion de crime contre l'humanité, elle vient de Nuremberg. Enfin, c'est après le génocide de la Deuxième Guerre mondiale. Si on commence en 1946, 1947, 1948, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé avant. Oui, mais enfin, la loi de Taubira a corrigé rétrospectivement ça en qualifiant l'esclavage de crime contre l'humanité. Mais en laissant de côté la question des réparations, qui n'a pas été laissée de côté dans le cas du génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Donc, et en plus, on continue à parler de cette loi Taubira qui est très importante de 2001, mais en disant, toujours dans le discours, en tout cas le plus commun, oui, mais ça fait longtemps, bon d'accord, on a cette reconnaissance symbolique, mais on n'a pas cette reconnaissance concrète et matérielle. Mais sur la Shoah, je veux te poser une question. Moi, ce que je trouve, le rejet que je vois dans la notion de race, il est aussi lié à cette honte par rapport à la Shoah, parce que effectivement, la seule fois où on a recensé la population française sur des critères raciaux, même si là on est vraiment dans l'idée de la race fabriquée, c'était pour les exterminer. Donc c'était vraiment pour les stigmatiser avec une étoile, les déporter, les exterminer. Donc du coup, l'idée qu'on a en France de la race, c'est une idée oppressive avec un gouvernement qui peut mobiliser des données pour tuer des gens. Bien sûr. Et la première fois qu'on a recensé la population juive, enfin on les a comptés, de déclarations à la préfecture, enfin ce qui permettait, je sais pas moi, quand on pense à la rafle du Veldiv, elle est aussi très très connue, elle est aussi très très blessante pour la France et pour la communauté juive, parce que c'est les autorités françaises qui l'ont fait, c'est pas les autorités juives qui ont mené à bien cette opération. Mais cette catégorisation, peut-être qu'elle fait mal parce que c'est passé en France hexagonale. Quid des catégorisations qui avaient lieu dans les Outre-mer dont nous avons parlé tout à l'heure, et depuis longtemps. Si on édite le code noir, on sait de quoi on parle, on sait qui touche, qui va affecter. Alors, le code noir, pour expliquer, en fait, est-ce que tu peux expliquer ce que c'était ? Oui, le code noir, en fait, c'était un ensemble de lois, c'était un ensemble de recommandations qui étaient, après, ça se discute, plus ou moins, appliquées dans les Outre-mer, mais en tout cas, c'était un code de gestion de la population esclave. Et on n'a pas dit le code des esclaves, on a dit le code noir. Donc, qui étaient les esclaves si ce n'étaient des noirs ? Ce qui ne veut pas dire que tous les noirs étaient esclaves. Mais en tout cas, quand on était noir, on avait de grandes chances. Tous les esclaves étaient noirs. En tout cas, tous les esclaves étaient noirs, exactement. Et il s'appelait le Code noir. Et on parle de la fin du XVIIe siècle. On parle pas de la République, on parle de la monarchie, mais c'est quand même, je pense que Louis XIV est le roi Soleil, c'est l'un des plus grands rois de notre Colbert, histoire. Bien sûr, qui a édicté le code. Exactement. Donc ce Code noir, c'est un ensemble de lois qui régissent, qui donnent, qui expliquent et qui, dans une certaine mesure, peut même limiter les droits des esclavagistes. Mais en tout cas, il n'y a pas de droit pour les populations. Le Code noir, en fait, il a une spécificité particulière. Il y a très peu de nations qui ont qui ont codifié d'un point de vue national la gestion des esclaves. Il y a quelques lois espagnoles, par exemple. Aux États-Unis, c'était dans l'Empire britannique avant, c'était assez local. Il y a par exemple les lois de la Barbade qui ont été exportées, je sais pas, Antigua et après en Virginie, des choses. Mais la France, c'est l'État qui a fait ça. C'est l'État qui a fait ça. Et le nom du code, c'est le Code noir. Et là, on parle de la fin du XVIIe siècle. Du coup, l'histoire de la France fait que penser la race, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et qui, du coup, aujourd'hui, ça nous empêche d'utiliser des outils modernes qui existent ailleurs. Je pense notamment aux statistiques ethniques, à l'affirmative action, et qui du coup on se les interdit en France. Qu'est-ce que toi tu penses quels sont les outils aujourd'hui à notre disposition du coup pour on supprime la race de la Constitution, on n'a pas d'outils pour penser la race. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer ? Alors plusieurs choses. Déjà.
avec cet effacement du mot race de la Constitution, il faut rappeler qu'il a été remplacé par le mot sexe. Sexe et pas genre. Oui, sexe et pas genre en plus. Mais donc, c'est-à-dire qu'on va peut-être se lancer dans une réflexion sur le genre qui peut-être un jour va nous amener à la race et peut-être un jour peut-être à l'intersectionnalité, alors qu'on sait qu'il y a des choses qui sont écrites et qui ont été produites sur ce sujet. Enfin, cette victoire, l'insertion du mot sexe pourrait constituer pour certains une sorte de victoire pour le féminisme. Mais le féminisme... Qu'est-ce que c'est que ces approches vraiment individuelles, très anciennes? Donc voilà, une femme, c'est une femme, et ça sous-entend que c'est une femme blanche. Et comment on fait si on est une femme qui est pas blanche? Pour moi, je trouve ça tellement rétrograde. Enfin voilà, c'est juste quelque chose que je voulais dire par rapport à l'effacement. Mais je pense que les outils existent. Les outils existent dans les luttes qui ont été menées. Les outils existent dans ce qui a été produit intellectuellement, artistiquement, sauf qu'on n'en a rien à faire et que c'est méconnu. C'est tout. Des archives, moi, bon, évidemment, c'est mon métier, mais je peux lire des choses qui vont dater, aujourd'hui on est en 2018, de 1918, de 1818, de 1718. On n'a rien à inventer. On peut remettre au goût du jour, mais des personnes ont déjà, et des personnes françaises ou francophones ont écrit sur le sujet. Mais on ne connaît pas, nous n'avons pas cette culture. Donc je pense que les outils, après, qui soient plus politiques, c'est-à-dire les statistiques ou l'affirmative action, comme on l'a fait, comme ça existe, aux États-Unis, c'est là. Mais encore une fois, tout dépend de la volonté des pouvoirs publics de prendre à corps cette question. Et la volonté des pouvoirs publics de prendre à corps cette question, elle va aussi passer par la représentation même des pouvoirs publics. C'est-à-dire qui est aux commandes. Et que en France, on aime bien dire... par exemple, je suis investi, dans la lutte contre les discriminations, dans la lutte contre le racisme, et je suis un homme blanc, et ça ne pose de problème à personne. On peut créer la fondation, je sais pas moi, c'est quoi la fondation pour l'islam? Pour l'islam de France. Pour l'islam de France, et mettre un non-musulman à sa tête. On peut annoncer la fondation pour, je crois, la mémoire de l'esclavage, et mettre Jean-Marc Ayrault à sa tête. Et je ne sais pas. Enfin, il y a un moment, il y a un déni pathologique, dangereux, qui pose problème et qui pose notamment des problèmes de sécurité à la France. Je pense que la question de la paix sociale, de manière flagrante, je sais pas, nous tue, voilà, c'est tout. En fait, c'est la paix d'une certaine catégorie de la population. Exact, et de moins en moins, puisque même cette certaine catégorie de la population est de plus en plus visée, ciblée. Je sais pas si on parle des attentats récemment. Enfin, c'est des questions qui nous coûtent cher. Je ne comprends pas l'aveuglement qui nous coûte à tous, puisque même dans les attentats que je viens de mentionner, nous mourrons tous. On peut se cacher derrière l'islam et en disant qu'il y a des musulmans qui sont morts pendant ces attentats. Voilà, c'est la population française dans son ensemble. Si on a des attentats, je sais pas moi, donc à Charlie Hebdo, à Hyper Cacher, qu'il y a une policière martiniquaise, je crois, vraiment issue de la Martinique. Si on a le Bataclan, si on a le Stade de France en Seine-Saint-Denis, faut m'expliquer comment seule une frange de la population qui serait blanche, athée ou chrétienne pourrait uniquement être tuée. On meurt tous dans ces endroits-là. Et une dernière question rapidement avant de terminer. Il y a un mot qui fait débat aussi, qui est un dérivé de race, qui est ce mot de racisé. Donc qui désigne dans les appellations collectives, populaires, les groupes non blancs en fait, les gens d'origine asiatique, noire, arabe ou rome. Qu'est-ce que tu penses de ce mot ? Mais moi, j'en pense rien du tout parce que déjà, c'est un mot que je n'utilisais pas moi, mais ça, c'est à cause de ma formation angliciste. Moi, j'ai tendance à parler de population racialisée. Mais ça, c'est juste une question de traduction. Maintenant, des personnes en France, des chercheurs basés vraiment en France ont utilisé racisé, pourquoi pas. Mais cette question de la racialisation ou de la racisation touche tout le monde. Pour moi, je comprends le terme racisé comme être défavorablement racialisé. D'accord ? Parce que tout le monde est racialisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de noirs sans avoir de blancs. Il y a des roms, il y a des asiatiques, tout ce que vous voulez, tout le monde a été fabriqué. Et ensuite, tout le monde a été fabriqué de manière positive ou négative. Donc moi, je comprends le terme racisé comme les personnes qui sont racialisées de manière défavorable.
Voilà. Donc les blancs sont aussi racialisés. Mais bien sûr, évidemment. tout le monde, c'est pas. Mais à leur avantage. À leur avantage, c'est tout. Et c'est de ça dont il faut discuter, c'est-à-dire de discuter de manière honnête et de manière ouverte. Toutes ces catégories existent. On peut pas parler. Enfin, c'est bienvenu, c'est heureux que actuellement on parle de plus en plus de la blanchité, puisque c'était la catégorie invisible, la universelle, la norme neutre. Enfin voilà, mais tout le monde existe, tout le monde a été fabriqué. Donc maintenant qu'on a tous été fabriqués comme ça, il faut qu'on se mette à tous à déconstruire et à se débarrasser de toutes ces catégories qui nous pèsent tous, parce que même s'il y a, je sais pas, il y a des avantages, il y a des privilèges sur le dos de qui, enfin voilà, la blanchité aussi, c'est dangereux, c'est très dangereux. Merci beaucoup Maboula sur ces bonnes paroles pleines porteuses, pleines d'espoir. Voilà. Merci Maboula Soumaoro, donc universitaire qui travaille à la fois sur le continent, enfin le continent nord-américain et aussi sur la France. Ouais, sur la diaspora. Voilà, sur les diasporas africaines. Du coup, si vous aussi le mot race vous interpelle, si ça vous dégoûte ou si vous trouvez que ça vous gêne pas, n'hésitez pas à nous le dire sur notre mail kiftaraspodcast@gmail.com et sur vos réseaux avec le hashtag Kiftaras. Donc n'hésitez pas à nous faire les commentaires sur l'émission, à nous parler aussi de votre appréciation, de votre approche du sujet, de votre vécu. Donc on se retrouve évidemment dans 15 jours avec un autre sujet autour des questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Maboula. Merci à vous deux. Binge. Kiftaras, c'est produit par Binge Audio. Binge Audio qui produit plein de podcasts qu'on adore. Moi, j'adore le podcast de Victoire Tuaillon, Les couilles sur la table. Il faut absolument que vous alliez l'écouter. De quoi ça parle, Victoire ? Merci, c'est gentil. Alors, Les couilles sur la table, c'est un podcast qui s'intéresse aux hommes, aux masculinités et à la virilité. Voilà. Et Les couilles sur la table, on peut l'écouter comme on peut écouter Kiftaras sur toutes les plateformes de podcast. Sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone portable et sur binge.audio. Binge.